Bienvenue à notre Fireside Chat, cette fois-ci en français avec Pierre Van Beke. Bonjour Pierre. Bonjour Steve. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, un peu de housekeeping au-dessus de Startup Grind. Qui est Startup Grind? Startup Grind, on est un réseau informel international et notre objectif est plutôt éducatif, c'est-à-dire de donner l'information, l'éducation aux entrepreneurs de par le monde afin qu'ils puissent développer leurs projets entrepreneuriaux, le débuter et commencer à le développer. Et comment le faire? Prenons l'approche de faire des amis et pas uniquement des contacts, c'est-à-dire un Rolodex, de donner avant de demander quelque chose. Et finalement, en assistant d'autres personnes avant de demander d'aide. Mais aujourd'hui, on se concentrera sur Pierre et le parcours de Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, pourrais-tu nous dire en quelques mots ce que Pierre fait aujourd'hui? Ce que Pierre fait. Pierre est un entrepreneur qui, j'ose dire, s'amuse au jour le jour à développer son entreprise et à faire en sorte que un concept qui lui est venu il y a plus de 15 ans maintenant devienne au jour le jour quelque chose qui prend de l'importance sur un marché luxembourgeois et international, en tout cas au niveau de la démarche. En tout cas. Voilà, ça c'est ce que fait Pierre aujourd'hui. Donc gérer une entreprise, c'est tirer les ficelles commerciales, administratives, de gestion d'équipe par rapport à des développements, par rapport à l'écoute des clients, aux besoins, et s'adapter pour être toujours en réponse à un besoin. Parce que s'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas de choses à mettre en avant. Et au-delà de ça, je crois vendre ce qu'il y a de plus difficile à vendre, puisqu'en fait, ça ne se vend quasiment pas, ça se gagne, c'est de la confiance. Puisque la confiance est par définition quelque chose qui nécessite de l'autre, à un moment donné, un basculement dans le fait que on est considéré comme quelqu'un qui va pouvoir aider avec un élément, un gage de comment dire, un gage, oui, de confiance, un gage supplémentaire parce que on touche à quelque chose de précieux et d'important pour le client. Voilà ce que je fais au jour le jour. Et j'ai une vie passionnante, intéressante, je crois. Voilà, merci Pierre. En fait, avant que tu n'aies cette vie intéressante, passionnante, revenons un peu au début. Nous, on s'est rencontrés lorsque tu étais encore un peu plutôt dans le corporate world à l'époque. Et comme tu dis, pour vivre ta passion, qu'est-ce qui t'a incité à faire le pas vers, disons, appelons ça l'entrepreneuriat? Mhm. Était-ce un besoin, tu avais déjà touché un peu, était-ce un besoin que tu avais vu? Quand est-ce que tu avais vu ou éprouvé le besoin? Euh, comment t'as approché pour trouver une solution ou croire avoir trouvé une solution aux besoins? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles étaient tes incitations pour te lancer et si tu l'as fait 100% au début ou si tu as fait étape par étape? Oui, c'est quelque chose qui est venu étape par étape, effectivement. Progressivement, au fur et à mesure que ma carrière progressait, que je gagnais en connaissances, en expertise sur le marché, puisque je suis ingénieur industriel de formation, et j'ai eu la chance de passer par des entreprises dans lesquelles j'ai eu des postes à responsabilité qui ont été très formateurs. Et
au fur et à mesure que je progressais dans ma carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, des sujets sur lesquels je ne trouvais pas de réponse. Et en tout cas, je ne trouvais pas des solutions et des produits qui répondaient à mes besoins. Et c'est notamment lorsque j'ai rejoint le secteur hospitalier, secteur dans lequel j'ai travaillé pendant 6 ans en tant que CIO, je me suis rendu compte de tout un tas de problématiques liées à la confidentialité des données, au partage et à l'accès de certaines données. Je ne veux pas dire que c'était mal fait, mais en tout cas que ça méritait certainement des améliorations et des optimisations. Parce que ce n'est pas parce que, par exemple, qu'on est médecin qu'on doit avoir accès à toutes les données d'un patient. Ce n'est pas parce qu'on est pilote qu'on doit avoir l'accès à toutes les informations relatives à certaines choses qui se font dans le secteur aérien. Donc, la fonction ne justifie pas toujours le fait d'être Dieu, d'être le master des données. Et je me rendais d'autant plus compte de la problématique lorsque ma grand-mère est décédée. C'est tout bête. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas d'informations la concernant, notamment des informations sur des comptes. Elle était française, vivant en Belgique, et avec un compte à Luxembourg, par exemple. Est-ce qu'on avait la certitude de connaître l'ensemble des informations la concernant sur les comptes en banque qu'elle avait ou des choses comme ça? Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire vis-à-vis de la transmission et le partage de l'information, mais avec toute la confidentialité qui est désirée par la personne. Parce que ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, déjà à l'époque, si je mettais ça sur un Google Drive, c'était le tout début, hein, on était en 2005-2006, quand j'ai commencé à réfléchir à cette idée-là. Je me suis dit, mais l'approche exhaustive et je n'ai rien à cacher ne répond pas à tous les besoins. On a tous des choses à cacher. Ce n'est pas pour rien qu'on est habillé pendant cette présentation. On a quelque chose à cacher. On a une volonté de paraître qui est extrêmement importante vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses collègues. Et au-delà de ce paraître, il y a des choses qui restent de l'ordre de l'intime et qui doivent, et d'ailleurs ça fait partie de la charte des droits de l'homme, d'avoir des espaces personnels, des espaces privatifs dans lesquels personne ne peut accéder à votre insu. Et tout ça a nourri un terreau qui était alimenté aussi par toutes les réflexions professionnelles. Et puis est arrivé le fait que j'ai changé de travail et j'ai travaillé pendant 2 ans dans le secteur aérien. J'étais account director pour Cargolux chez Champ. Et j'étais dans un poste où là aussi, je constatais qu'il y avait tout un tas de choses qui, a priori, pourraient être protégées de façon plus efficace, jusqu'au jour où j'ai eu un accident d'ULM et j'ai fait une chute assez vertigineuse puisque j'ai été percuté par un autre ULM en vol et j'ai fait une chute de 150 mètres pour atterrir à la fin dans des conditions relativement scabreuse, avec un parachute qui s'est ouvert à 50 mètres sol. J'avais la chance d'avoir un parachute de secours, mais cette chute, qui a duré finalement très peu de temps, a été un vrai déclencheur parce que une fois au sol, une fois où j'ai réalisé que j'étais toujours en vie, que a priori j'arrivais encore à bouger tous mes membres, que j'étais encore dans un état acceptable de santé, je me suis dit, mais si je m'étais vraiment cassé la pipe, est-ce que j'aurais été satisfait de ne pas avoir touché à certains désirs de faire progresser certaines thématiques? Et la réponse clairement a été non. Là,
je me suis dit que j'aurais eu des regrets, enfin si je peux dire que j'en aurais eu, mais en tout cas, avec ce recul, je me suis dit, mais Pierre, il faut trouver un moyen de se lancer. Évidemment, à ce moment-là, on réfléchit à tout l'aspect personnel, hein, on se pose des questions. Je gagnais très bien ma vie. Je répondais évidemment à tous les besoins de ma famille au niveau financier et se mettre à son compte. Oui, ok, mais où est-ce que l'argent rentre? Comment est-ce on met les spaghettis dans l'assiette à la fin du mois? Comment est-ce qu'on paye sa maison? Comment tout ça évidemment était une barrière qui, un peu par de nouveau une autre coïncidence qui est arrivée, une barrière qui est tombée, puisque j'ai une amie qui m'a appelé en me demandant si je ne connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait prendre un job à mi-temps pour faire de la microfinance. Et je lui dis, ben, un job à mi-temps dans le secteur, c'était dans le secteur avec la convention du secteur hospitalier. Je lui dis, écoute, je connais quelqu'un, je vais lui en toucher un mot. Elle me dit, c'est fantastique parce qu'un job à mi-temps pendant une période de 9 mois, parce que c'était pour remplacer quelqu'un, une dame qui était enceinte, c'est vraiment très difficile à trouver. Je lui dis, écoute, je te rappelle demain. Et donc, réflexion faite, job à mi-temps, secteur hospitalier, enfin, convention collective du secteur hospitalier. Je savais exactement à quoi ça pouvait correspondre. Et donc, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, écoute, oui, en plus, cette personne, tu la connais très bien. Il me dit, ah bon? Et je lui dis, bah, écoute, c'est moi. Et là, je ne l'ai pas vue au téléphone, mais je pense qu'elle a changé de couleur. Elle me dit, mais Pierre, j'ai absolument pas besoin d'un responsable informatique de ton niveau. Je crois qu'il y a un malentendu. Je dis, non, non. J'ai tous les diplômes qu'il faut pour répondre à ce besoin. J'ai un master en administration et gestion d'entreprise. Je peux faire de la finance, de la compta. Elle me dit oui, mais bon, c'est un job. Et la personne qui prendra ça, elle doit même aussi parfois pouvoir venir nous faire du café dans la salle de réunion. Je dis parce que tu penses que je ne sais pas faire du café. Et, et à ce moment-là, elle a rigolé, elle me dit bah, explique-moi parce que je ne comprends pas. Et je lui ai dit ben voilà, un mi-temps pourrait vraiment répondre à mon besoin financier de base, hein, répondre au bas de ma pyramide des besoins et ça me permettrait de développer mon entreprise à côté. Et en plus, c'est 9 mois, c'est-à-dire c'est à peu près le temps que je pense qu'il me faudra pour lever des fonds et passer d'un slideware à en tout cas un début de logiciel, quelque chose de probant. Et une fois qu'elle avait compris ça, ben, elle m'est revenue le lendemain en me disant écoute, on serait vraiment très très heureux de bénéficier de ta compétence et on est certain que tu vas en faire beaucoup plus. Ce qui s'est passé en fait, puisque au-delà de la finance, etc., j'ai un peu restructuré le département et j'ai amené des petites touches personnelles, ce qui a plu, ce qui m'a permis en fait de faire 11 mois au total dans cette entreprise. Et après, de me lancer définitivement en tant qu'entrepreneur, puisque j'ai effectivement, sur les 11 mois, j'ai réussi à trouver des fonds, à trouver des gens qui, sur base de la confiance personnelle, donc sur base de mon parcours, ont pu se dire, tiens, oui, effectivement, je crois dans ce bonhomme, parce que c'était essentiellement ça finalement. Ok, l'idée peut paraître intéressante, mais au-delà de ça, ils ont cru en moi et ça m'a ouvert les portes et voilà. Et voilà comment tout a commencé en fait. D'accord, merci. Et je me rappelle encore lorsqu'on était dans ta cuisine et tu avais les hanches, tu avais quelque chose autour des hanches et à l'arrière, et tu Oui, faisais je crois que c'était une flamme Küchler, une tarte flambée que tu avais faite à l'époque où j'étais encore chez Alban, en fait. oui, C'était oui, ça à l'époque. Voilà. absolument, D'accord. absolument. Mais disons comme ça, le besoin, la finalisation, le peaufinement de besoin, c'est une chose, mais comment tu as fait pour le réaliser, en fait, ici, je suppose, c'est quand même un aspect technique, technologique.
Mhm. Comme tu dis, il y avait des solutions, mais qui ne convenaient pas aux besoins spécifiques que tu avais identifiés. Mais et comment tu as approché, car je suppose que tu as pas développé tout seul, mais comment tu as approché, et fait en sorte pour que que technologiquement, le produit ou la solution s se Oui. crée, disons comme ça? Alors, je veux dire, j'ai un passé de développeur, j'ai un bagage, mais effectivement, déjà à ce moment-là, j'étais dépassé par la technologie de pointe qui était nécessaire à ce que je voulais développer. Et donc là, je me suis, comment dire, mis en partenariat avec un autre entrepreneur, avec Kamlek Fomasai, qui m'a suivi dans l'aventure. Certes pas en tant que comment dire actionnaire principal, mais en croyant non seulement dans le projet et le produit, et en apportant tout son bagage technique et technologique, lui et son équipe. Et donc nous avons convenu à ce moment-là d'un partage de parts par rapport à cet engagement industriel, cet apport en industrie, on appelle ça en Belgique, qui a eu une vraie valeur et qui a donc en quelque sorte permis une rémunération qui après lui a permis aussi d'avoir un certain nombre de parts dans la société. Donc ça, c'était essentiel de trouver les bonnes personnes qui m'accompagnaient et qui avaient la connaissance et l'expertise euh, que je ne pouvais pas avoir. Au même titre qu'à l'époque, d'un point de vue commercial, même de nouveau, même si j'avais un bagage, j'ai eu une autre personne qui m'a accompagné sur la partie marketing. Donc c'était un ensemble, c'était un puzzle que j'ai construit parce que je voyais clairement aussi que pour pouvoir avancer, ben, les clients, les prospects n'allaient pas me suivre sur juste le CV de Pierre Van Humbeek. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Il fallait qu'il y ait une équipe qui soit en place et c'est pas un one-man show. Donc j'ai énormément reposé sur mes partenaires, mes coéquipiers qui sont venus, qui ont eu leurs interventions, mais tout en restant moi le leader sur le projet et en gardant finalement un leadership tout au long jusqu'à présent d'ailleurs. Merci. Ah, ça, c'est OK, comment vous l'avez approché, mais souvent, lorsque tu as ta première solution, disons un MVP, hein, euh, d'un côté, il faut trouver ceux qui sont prêts à l'utiliser, à Oui, l'adapter, à les convaincre, et aussi ensuite prêts à payer pour, en fait. Tu as les utilisateurs et tu as les ouais, clients, hein. exactement. Et comment il y avait un côté temporel, il y avait un grand gap entre les 2 Mhm. ou c'était car en fait, si j'ai bien compris, tu avais identifié un besoin par ton parcours professionnel, certes, mais est-ce que ce besoin était vraiment un besoin? Car souvent, disons maintenant un entrepreneur en général, il éprouve un besoin, croit avoir identifié un besoin, mais après, il s'avère que le besoin n'est pas un besoin tellement saliant, appelons ça saliant, pour autrui qu'il soit prêt à l'utiliser ou à payer pour. Comment ça s'est développé de votre côté? Car vous étiez quand même assez précurseur sur Oui, ce côté-là, hein? oui, j'étais à contre-courant totalement à ce moment-là, puisque le courant, le mainstream à ce moment-là, c'était de dire on va vers le partage sur des grands réseaux et on est vraiment dans un monde où tout va devenir partagé
et avec de plus en plus de transparence. Et là, moi, j'allais dans un contre-courant. Mais par contre, j'avais fait une grosse erreur euh, de compréhension de mon marché, puisque je pensais attaquer un marché B2C et avoir une réponse près du particulier. Et très vite, je me suis rendu compte non seulement que les efforts et les démarches marketing allaient être substantiels, voire gargantuesques, alors que quand j'allais discuter avec des entreprises, j'entendais qu'il y avait un besoin aussi au niveau de l'entreprise, et donc que ce B2C et pas ce B2B et pas ce B2C que moi je visais, allait, lui, m'apporter non seulement du financement rapide pour des besoins immédiats et avec très peu d'adaptation par rapport à la plateforme qu'on avait mise en place. Et donc, d'une version 1.0, on est très vite passé sur une version 2.0 qui ne touchait plus le particulier, mais offrait un service à l'entreprise qui, elle, offrait le service à ses employés. Puisque là, en fait, le message de l'entreprise était le suivant: nous avons besoin de déposer ou de mettre ou de partager avec nos employés, avec nos administrateurs, avec nos contacts, tout un tas d'informations qui relèvent d'une confidentialité forte et pour lesquels il est hors de question de le mettre sur des réseaux sur lesquels nous n'avons pas de confiance. Et, et donc j'avais là une réponse avec mon produit, si ce n'est qu'il fallait que je l'adapte pour faire du B2B, 2C, B2B, 2C, et plus faire du B2C. J'aime aussi à remettre en perspective qu'à l'époque, le GDPR n'était qu'un projet. Donc là aussi, j'étais en avance par rapport à cette lame de fond qui est venue par la suite et qui, en quelque sorte, a alimenté grandement le besoin des entreprises de pouvoir, à ce moment-là, dans cette pyramide des données, se dire sur la pointe de la pyramide, c'est-à-dire les données qui ne peuvent pas être mises à partager avec tout le monde, puisqu'elles relèvent d'un caractère privé, ces données-là doivent être mises et partagées au travers d'une plateforme avec un besoin qui s'est fait sentir, de besoin de géorésilience des données, parce que quand on est une entreprise luxembourgeoise, on n'a pas envie que ce soit quelque part sur le cloud où on ne sait où. Et là, j'ai eu aussi dans les événements l'affaire Mega Upload qui a alimenté mon business, puisque Mega Upload, pour mémoire, c'était des terras de données qui étaient mis à disposition presque gratuitement des utilisateurs, à part qu'on ne savait pas où c'était stocké. Et le jour où Mega Upload a eu un gros problème financier, on a coupé tous les serveurs et tous les gens qui avaient des données sur Mega Upload ont tout perdu. Et là, il y a eu une prise de conscience que hey, mes données, un, elles ont de la valeur, deux, je voudrais savoir où elles sont, parce qu'en cas de problème, je veux pouvoir au moins les récupérer. Le Luxembourg, à ce moment-là, légiférait sur la non-faillibilité des solutions cloud hébergées à Luxembourg, ce qui était mon cas, puisque je travaille depuis l'origine avec Post Telecom PSF, qui me garantit non seulement cette géorésilience, mais en plus un niveau de qualité avec du Tier 4 et avec des niveaux de backup et de certification importants. Mais en plus, la législation luxembourgeoise reste aussi avec des éléments qui me mettaient en avant et qui me donnaient de gros avantages. C'est une combinaison de différentes choses. La première chose, c'est que le Luxembourg me permet de chiffrer librement la donnée. Ça, c'était une des réflexions que j'avais eues avant de m'installer, avant de construire l'entreprise à Luxembourg. C'était de dire, je peux chiffrer à des niveaux qui sont considérés comme militaires dans d'autres pays sans devoir demander une autorisation à une autorité quelconque. Si j'étais dans d'autres pays, par exemple, je devrais soumettre mes clés de chiffrement
à une autorité nationale, à l'armée, à un ministère de la Défense, peu importe, mais en tout cas, je devrais le soumettre. Ce n'est pas le cas au Luxembourg. Et la deuxième particularité du Luxembourg, c'est que une entreprise comme la mienne a un devoir de moyens et pas un devoir de résultat vis-à-vis de ma capacité d'accéder à des données chiffrées de mes clients. C'est-à-dire que demain, j'ai un juge d'instruction luxembourgeois, et je précise bien parce que nous avons tout fait pour n'être liés qu'à des législations luxembourgeoises ou européennes au pire. J'ai un juge qui va venir chez moi et qui va me dire je voudrais le contenu du compte d'une personne. Qui est cette personne dans ma base de données? Je ne connais les personnes que par deux choses, un login et une adresse mail qui peuvent être tous les deux totalement pseudonymisés. Bon, si le juge vient chez moi, c'est qu'il a quelque part une présomption. Ok, c'est qu'il va me donner une des deux informations. Je peux encore bloquer le compte, mais je vais lui donner un contenu chiffré. Et à ce moment-là, je vais lui dire, je vous souhaite bonne chance parce que c'est chiffré avec des clés. Alors aujourd'hui, en 3072 bits, c'était en 2048, il y a quelques années, donc ça évolue aussi avec le temps. Je vais lui donner un contenu chiffré, je vais lui souhaiter bonne chance parce qu'aujourd'hui, même avec des mécaniques de force brute, on ne craque pas ce niveau de chiffrement. Contrairement aujourd'hui à la ES 256 qui, lui, est craqué. Ces niveaux de chiffrement ne sont pas craqués. Et bon, a priori, seul le propriétaire de ce compte va pouvoir, lui, libérer ce contenu. Donc ce contexte luxembourgeois, plus le GDPR, plus la Charte européenne des droits de l'homme, ont vraiment renforcé la sécurité que l'on mettait et les garanties qu'on fournissait aux utilisateurs. Et donc tout ça mis bout à bout fait on s'est retrouvé avec une vraie, ce qu'on appelle une USP pour les entrepreneurs, hein, une Unique Selling Proposition, où si on compare des pommes et pas des pommes et des poires, ben je suis un peu unique. Je suis un cas tout à fait unique sur le marché. Je n'ai pas d'équivalent. Certes, j'ai des concurrents sur certains marchés, mais ils ne le proposeront pas comme moi je le propose. Voilà. D'accord, merci. Mais disons, revenons un peu à la clientèle. Au début, je suppose que tu avais un profil idéal de clients que tu aimerais avoir. Et Oui, comment il s'est développé? Parlons maintenant du B2B, pas du B2C, mais du oui, B2B. oui. Comment il s'est développé? Car, comme tu as dit, le marché, les conditions économiques, réglementaires et autres ont évolué heureusement en ta faveur. Oui. Mais comment aussi la clientèle, elle s'est développée et est-ce que vous avez approché, est-ce que vous avez dû faire beaucoup d'adaptations? Je parle pas maintenant au niveau produit, mais aussi au niveau organisationnel, d'approche ou autre, euh, pour les acquérir, les fidéliser et les servir. Alors, je dirais il y a deux étapes, il y a même trois. La première étape, évidemment, c'est l'acquisition du client. La deuxième étape, c'est la conservation. Et la troisième étape, c'est la capacité de rebondir vers d'autres clients. L'acquisition, effectivement, bah, elle se gagne, comme j'ai dit, un peu sur l'actif que l'on a et qui est bah, Pierre Van Beek, je l'ai connu dans d'autres métiers, je sais que c'est quelqu'un de sérieux et le service qu'il me propose à un prix tout à fait intéressant, je peux le tester, je peux l'éprouver et voir que ça répond à un besoin. Ça a été le cas, par exemple, d'un gros conseil d'administration du pays qui devait absolument se débarrasser d'envois DHL pour tout ce qui était conseil d'administration, et ils se sont dit, bah, là, on a quelque chose d'assez sérieux, avec finalement peu de contrôle, parce qu'on n'était pas à une époque où tout ce qui était compliance, ISO, risque, etc., était développé comme aujourd'hui, avec peu de contrôle, mais plutôt une base de confiance par rapport à un service et finalement de démonstration que nous faisions un travail honnête, correct
et qui relevaient quand même de haute technologie, eh bien, on a fait l'acquisition d'un premier conseil d'administration qui m'a servi de référence par rapport à d'autres. Et quand on parle de confiance, ben, le mieux, c'est le bouche à oreille. Et donc, quand on est dans un conseil d'administration, souvent on se retrouve dans un autre conseil d'administration. Et dans l'autre conseil d'administration, on dit, tiens, mais qu'est-ce que vous utilisez là? Ben là, on utilise la solution Sésame. Ah, vous êtes content? Ben oui, ils sont très réactifs. Et ça, c'est le côté, c'est la deuxième étape. C'est la capacité, c'est l'agilité qu'une entreprise de petite taille comme la mienne doit avoir en permanence. C'est-à-dire, on ne va pas, nous, être sur un roadmap à 5 ans, de dire, voilà, toutes les choses qui vont venir. Au contraire, on est extrêmement à l'écoute du besoin de l'entreprise. Se dire qu'à partir du moment où c'est un besoin qui va répondre aux besoins d'autres entreprises, on doit le mettre en production le plus vite possible. Et quand c'est un besoin spécifique de l'entreprise, essayer soit de ne pas le développer en expliquant, soit de dire, ben voilà, il y a moyen de le faire. Évidemment, c'est un développement sur mesure et on vous le fera s'il n'y a aucun problème et on trouve les ressources. Et une fois qu'on a ça, ben on rebondit sur ce client donc pour faire l'acquisition des autres. Et c'est un peu comme les joueurs de belote qui vont voir quelqu'un. Est-ce que tu fais le quatrième pour la belote? Oui, je veux bien. Ben, ok, il ne nous reste plus qu'à trouver le troisième. Ben, c'est un peu ça, hein, à un moment donné. C'est montrer quelques logos, c'est donner quelques références, ou c'est demander à ces personnes de contact de dire, mais est-ce que tu peux servir de témoin dans la démarche et montrer en quelque sorte à quel point le service qui a été rendu correspond à ton besoin. Et c'est une machine qui est beaucoup plus efficace que toute publicité que l'on peut mettre en ligne ou dans un journal ou quoi que ce soit. La confiance est vraiment quelque chose qui est très humain. Je le vois même encore aujourd'hui avec tous les, toutes les évaluations et les tests que j'ai. Je ne vais pas dire tous les mois, si je peux dire tous les mois, je suis éprouvé par des clients, par des prospects qui viennent avec chacun leur liste de desiderata, de contrôle, de demandes de certification, et toujours avec leur sauce, leur feuille Excel. Au-delà de ça, il y a un aspect humain qui viendra dans tous les projets. Évidemment, on prend des portes. Je me souviens très bien d'une entreprise dans laquelle on avait fait une offre qui était juste excellente. On était de loin le coup de cœur de l'entreprise, mais à la fin, le manager est venu vers moi en disant, vous savez, monsieur Van Beek, si je choisis IBM, je cite un nom, mais c'était pas eux, personne ne me fera le reproche d'avoir choisi IBM. Certes, le projet pourrait ne pas aller, et à ce moment-là, on blâmera IBM, on ne va pas me blâmer. Si je prends Sésame, je prends un risque personnel. Et je suis désolé, mais sur le projet, certes, vous êtes mon coup de cœur. Je pense que vous auriez une meilleure solution, mais ma sécurité personnelle repose dans le fait de prendre une grosse entreprise. Ça fait hyper mal. C'est dur, c'est dur, mais voilà, ça, c'est les portes qu'on prend. Mais quelque part, moi, c'est chaque fois un kick, me dire, OK, on était le coup de cœur, on a répondu, la prochaine fois, on va transformer. Et comme de fait, on fait un pipe d'offres, et sur ce pipe d'offres, il y a des choses qui vont tomber. Et j'ai des cycles de vente très longs. Hein. La confiance, de façon très classique, on est entre 6 à 9 mois entre le moment où on fait une offre et on a quelque chose qui déclenche. Voilà dans le B2B comment les choses se font. Et je suis en train de le voir sur d'autres marchés, par exemple sur le marché portugais sur lequel j'avance, c'est exactement la même chose. Je suis allé voir des entreprises, mais accompagné d'une entreprise portugaise pour ouvrir les premières portes. Et ça marche beaucoup plus que si j'avais fait toute autre démarche, qui était une démarche agressive, de venir avec des prix compétitifs ou des choses comme ça. Là, on est sur, ah oui, vous êtes référencé par, donc je peux prendre du temps avec vous et je vais comprendre votre solution.
D'un autre côté, surtout dans ce marché-là, pas maintenant spécifiquement ton marché, mais dans le marché B2B, on remarque, du moins moi aussi je l'ai remarqué souvent, c'est OK, les clients, ils ont déjà quelque chose et on a une solution qui est, disons comme ça, l'une va dans l'autre, mais les clients demandent alors d'avoir son infrastructure, sa legacy ou autre, et que la solution soit mise en top ou qu'elle travaille avec ça. Oui. Je dis, est-ce que là, c'était des choses qui sont venues normalement dans votre cycle de développement ou c'était, OK, oups, ça c'est du bespoke, on le fait client par client et après, normalement, on retrouve toujours souvent les usual suspects dans les grandes corporates. Et puis, il y a les desiderata, je suppose aussi de signature électronique. C'est pas uniquement, je mets un document, je le regarde et hop, je le remets, mais surtout l'aspect workflow qui devient de plus en plus maintenant dans les corporates. Est-ce que ça, c'était disons, oui, un hurdle pour vous, un challenge, ou c'était quelque chose qui est venu fluidement dans votre produit, dans votre solution? Alors, je pense que pour répondre à ta question, euh, je dois préciser que parfois, il y a une mécompréhension de ce que c'est qu'un coffre virtuel. Un coffre virtuel, ce n'est pas une solution de gestion électronique documentaire. Et je m'explique. Une archive, c'est dans un bâtiment, c'est une porte avec une clé, et on a un archiviste, et l'archiviste va avoir accès à tous les documents. Un coffre-fort dans une banque, c'est le client qui vient, qui a sa clé, le banquier a une autre clé, et ensemble, le banquier va d'abord mettre sa clé, ouvrir avec sa clé, et le client va rester seul et va ouvrir et accéder à cette information. L'information dans l'archive, elle va évoluer de façon à être toujours intelligible et compréhensible dans le temps. L'archiviste va veiller à ce que les documents ne se dégradent pas, soient toujours lisibles. Le banquier n'a aucune idée de ce qui se trouve dans le coffre de son client. Et donc, si quelqu'un a mis un Rembrandt roulé au fond d'un coffre, le banquier ne va jamais lui garantir un degré d'hygrométrie ou des choses comme ça. Il n'a pas connaissance de ça. S'il a mis des billets de 100 francs belges dans son coffre il y a 40 ans, le banquier n'aura pas prévenu le propriétaire du coffre qu'il a des billets qui sont aujourd'hui qui n'ont plus aucune valeur. L'archiviste, lui, par contre, il va dire attention, vous avez des billets qu'il faut transformer, et il va les transformer. Donc, cette logique, c'est le conflit entre l'intégrité et la pérennisation de l'intelligibilité dans le temps. Et parfois, certains clients n'ont pas compris ça et me demandent finalement de rentrer dans un mode de gestion électronique documentaire. Ce qui est donc quelque chose auquel je ne peux pas répondre, puisque nous n'avons aucune connaissance de ce qui se trouve à l'intérieur. Et donc, si le client a décidé de mettre un WordPerfect 95 dans son coffre, de nouveau, un, je n'en ai pas la connaissance, deux, je ne vais pas lui mettre de warning dessus. Donc, on ne peut pas assurer des cycles de vie à l'intérieur du coffre. Donc, il y a des limites techniques dans ce que nous pouvons proposer. Mais par contre, ces limites techniques sont aussi un gage d'une offre que la gestion électronique ne peut pas garantir, notamment sur le secret que nous proposons par rapport à ce stockage. Alors, toute cette technologie qui a été mise en place en mode SaaS, elle est effectivement, on peut l'implémenter et on l'a fait chez certains clients. On a vendu des licences sites on-premises sur lesquelles donc, on a installé toute notre infrastructure. On a, avec le client, discuté des machines qui allaient être mises en place, de la sécurité que le client désirait apporter, en faisant un parallèle à ce que nous faisons dans mode SaaS. Mais
euh, là, dans ce contexte-là, oui, on va pouvoir faire des adaptations et adapter. Par exemple, on a un client qui nous a demandé, quand les employés sont dans la banque, que je ne citerai pas, ils ne doivent pas faire une authentification forte avec du LuxTrust. OK, dont acte. On se base sur une géolocalisation ou une utilisation de certaines adresses IP pour dire on bypass un élément sécuritaire. Chez Sésame en mode SaaS, c'est tout à fait impensable. Donc voilà, on peut faire des adaptations en mode on-premises que nous ne ferons jamais en mode SaaS. Évidemment, en on-premises, le client va supporter tout un tas de coûts qui sont supportés par toute la collectivité dans mode SaaS, que ce soit des aspects de tests de pénétration, que ce soit des aspects de mise à jour des logiciels, des serveurs, que ce soit des aspects de facturation pour l'authentification forte, que ce soit des aspects de mécanismes de signature électronique. Donc, dès qu'on est sur des installations on-premises, ce sont des projets à part entière qui durent entre 3 et 6 mois, alors qu'en mode SaaS, on est plutôt sur un projet qui peut aller d'une semaine à maximum un mois. On est vraiment sur du fast delivery, de l'industrialisation. Et c'est parce qu'on est sur cette industrialisation, un, qu'on répond à un besoin, mais deux aussi que nous avons aujourd'hui cette capacité de faire de la marge et donc d'être bénéficiaire depuis de nombreuses années, parce que cette industrialisation fait qu'on sait faire quasiment du copier-coller et du paramétrage, parce que presque tout est paramétrable aujourd'hui dans Sésame. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En fait, c'est génial, très très intéressant. Malheureusement, le temps coule. Donc, j'ai aussi repris quelques questions qui étaient revenues pendant de ceux qui sont en ligne, car c'est l'avantage de ceux qui sont en ligne, ils peuvent poser les questions et moi je les reprends. L'autre côté, chez Startup Grind, on a la tradition de terminer toujours sur 2 points. C'est-à-dire, l'un point, c'est rétrospective et l'autre, c'est la prospective. En rétrospective, est-ce qu'il y a des choses ou des événements où tu dirais, OK, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, je l'aurais fait différemment. C'est-à-dire, c'est pas que tu aies fait une erreur ou que tu considères que c'est une erreur, mais tu l'aurais fait différemment. Oui. Et de l'autre côté, en prospective, c'est si tu aurais une boule magique, hein, et tu aurais aussi la baguette magique avec, hein, pour Ouais. claquer, pour voir ce que tu aimerais voir. Qu'est-ce que tu aimerais voir dans la boule? Alors, en rétrospective, j'ai ce que j'aurais fait différemment en 2015, de mémoire. J'avais revendu une partie de ma société à un groupe belge qui, par la suite, s'est senti, en fait, s'est retrouvé dans une situation plutôt périlleuse au point de fermer à Luxembourg. Ce qui m'a valu finalement de devoir faire un management buyout de mes actions, enfin des actions qui étaient prises par cette entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, je traiterai ça différemment et que j'aurai un regard beaucoup plus attentif à toutes les procédures de sortie et de capacité d'une entreprise qui rachète des actions, de prendre la main sur mon entreprise. Donc là, je suis sorti par une petite porte, j'en suis très content, mais je me rends compte à quel point j'ai eu chaud. Et ça, évidemment, on est toujours beaucoup plus intelligent après. J'ai fait ce que je devais avec la connaissance que j'avais à l'époque, mais aujourd'hui, je suis riche de cette connaissance et je sais que si je rentrais un jour dans une démarche similaire, je serais beaucoup plus attentif à certains points que je ne l'ai été à l'époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle gagner de l'expérience. Sur la boule magique, je vais dire qu'aujourd'hui, j'ai pris une empreinte forte sur le marché luxembourgeois
que ce soit sur la distribution des fiches de salaire ou les conseils d'administration ou encore le module de lanceur d'alerte, toute la partie whistleblower qu'on a vraiment bien développé l'an dernier. Ma baguette magique, ce serait plutôt d'avoir des confirmations sur les marchés porteurs pour moi, sans rentrer dans des débauches financières. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'essaye et c'est un peu les confirmations que j'ai aujourd'hui, par exemple avec le Portugal, confirmations que je n'ai pas eues avec l'Allemagne et avec la France. Je vois que l'approche que j'ai à l'heure actuelle avec le Portugal pourrait être beaucoup plus porteuse et permettra potentiellement de développer un deuxième marché principal pour mon entreprise, ce que je dois trouver aujourd'hui. C'est-à-dire sortir de mes frontières luxembourgeoises, sauf exception, parce que depuis 15 ans, oui, j'ai eu des opportunités en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne, au Moyen-Orient, mais c'est toujours, on parle d'opportunités. Et donc là, j'ai eu un travail opportunistique. Je ne voudrais qu'avec cette baguette magique, je puisse savoir comment et avoir des confirmations que ma démarche, qui n'est plus une démarche opportunistique, mais calculée et programmée, en quelque sorte, soit validée le plus tôt possible afin de finalement d'optimiser les investissements que je fais sur ces marchés étrangers. Voilà. Et là, ouais, je pense avoir trouvé une très bonne piste. Et comme tu dis, ça vient aussi par le fait de donner beaucoup. Donc, je donne aujourd'hui à des entreprises euh, portugaises l'opportunité de rentrer sur le marché luxembourgeois parce que je leur donne beaucoup d'informations. Et en réponse à ça, ces entreprises portugaises m'offrent aussi leur marché, leurs contacts. Et ça, c'est extrêmement riche. On est exactement dans ce que j'ai dit depuis le début, cet élément de confiance qui vient non seulement de la compréhension de ce que l'on fait l'un et l'autre, mais aussi d'un réseau de personnes qui, par le fait qu'elles sont humains et comprennent un petit peu ce que chacun développe, vont aller au-delà d'une feuille Excel où on met des 1 et des 0. Non, ok, on passe au suivant. On va. Ah oui, IBM, c'est bien. Voilà. J'ai rien contre IBM, hein, excusez-moi, mais voilà, c'est un peu la caricature que j'ai prise aujourd'hui. Désolé aux responsables IBM, je les aime beaucoup. Voilà. Encore un grand merci, Pierre, qu'on a pu profiter de ton parcours, de ton expérience et surtout, comme tu l'as exposé, les points saillants d'un parcours d'entrepreneur. Et on espère que la boule magique ne sera pas tellement magique, mais ce sera une boule, pas une boule qui s'éclate, mais une vraie boule qui va se réaliser. Encore un grand merci. Un grand merci, Steve, pour le temps aussi que tu m'as consacré. Et c'était un plaisir, en tout cas, de partager tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.